Donc, nous allons maintenant entendre la communication de Gentiane Vinture, qui est professeure à l'Université d'agriculture et de technologie de Tokyo et aussi chercheuse à l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées à Tsukuba. Je pense qu'elle est en ligne et donc je lui donne à distance la parole. Merci. Merci beaucoup, Daniel Mandler. J'espère que vous m'entendez tous. Je voulais d'abord remercier Jean-Paul Lomont et Daniel Mandler de m'avoir invité à cet événement et je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir y être présente en personne. En tout cas, c'est avec un très grand plaisir que j'y assiste depuis Tokyo et avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté les autres interventions. Et donc, comme il a été dit précédemment, je suis roboticienne, c'est-à-dire que j'étudie les robots quels qu'ils soient, de leur conception à leur utilisation, et plus particulièrement, je m'intéresse aux robots qui partagent les mêmes espaces que les êtres humains. Et donc, ce sont des robots qui peuvent être sur le lieu de travail, les lieux d'études, les lieux de divertissement ou de vie des êtres humains. Donc, en fait, je m'intéresse plus généralement à comment fabriquer, analyser et comprendre la vie humaine avec les robots. Et donc, je voudrais d'abord vous dire que cette présentation aujourd'hui, ce ne sont pas les résultats de ma recherche, de mes travaux de recherche à proprement parler, mais plutôt une réflexion basée sur 20 ans de travail avec des robots et des roboticiens et de nombreuses collaborations avec des psychologues, des artistes, des designers et des philosophes. Et pour commencer, voilà, c'est parfait, j'aimerais d'abord définir le mot robot, parce que c'est quelque chose que je vais employer de façon répétitive dans cette présentation, puisqu'on va parler du robot comme machine hypothétique, et on va revenir là-dessus aussi. Et donc, j'aimerais vous présenter et vous expliquer ce que j'entends par ici et clarifier le mot. Donc, certains roboticiens pensent que ce n'est pas possible de définir le mot robot, tel que Masahiro Mori, qui est aussi le chercheur qui a introduit la vallée de l'étrange en robotique, ou alors le chercheur Ilan Obrach, qui pense que la définition du mot robot donnée par un roboticien change tellement souvent que finalement, en fait, donner une définition, c'est trop compliqué. Donc moi, je vais vous donner une définition de travail pour qu'on puisse savoir ensemble de quoi on va parler. Et en fait, dans cette présentation, je vais penser qu'un robot est un système qui se compose d'éléments mécaniques qui peuvent se mouvoir et dont le mouvement est autonome et commandé par un système d'actionneurs, de capteurs, et qui est géré par un système logiciel. Donc par exemple pour moi, si on prend le système AlphaGo, ou alors le système AlphaZero, qui sont des soi-disant robots ou intelligence artificielle qui peuvent jouer au Go et battre les meilleurs joueurs de Go, ce ne sont pas des robots dans la mesure où pour l'instant, ils ne peuvent pas exécuter les coups par eux-mêmes. Ils peuvent les calculer, les planifier, mais ils ne peuvent pas les exécuter par eux-mêmes, c'est-à-dire déplacer les pièces sur la plateforme de jeu. Donc en fait, ma définition du mot robot est en vérité très proche de celle de Jean-Paul Lomont, et donc pour simplifier, on n'a qu'à décider qu'on utilisera à peu près la même définition. Comme ça, vous avez déjà eu cette définition dans sa présentation précédemment, et je vais utiliser à peu près la même. Par contre, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on pense le robot d'une façon un petit peu différente et qu'on regarde sous un angle qui n'est pas forcément l'angle le plus courant, mais sûrement celui auquel on pense immédiatement quand on pense à un robot. Parce qu'on vient à peu près tous, en tout cas j'imagine francophones aujourd'hui, d'une culture occidentale principalement. Et cette culture nous a habitués à une certaine forme de robot. Et cette forme de robot, qui, à travers mes travaux, n'est pas apparue comme une évidence, mais par contre, le robot pathétique, tel que je vais vous le présenter, n'est plutôt apparu comme une évidence. Et donc, du coup, Jean-Paul aussi en a un petit peu parlé, donc on a des recoupements dans notre présentation. Le robot, en fait, c'est souvent, dans la culture occidentale, une machine surpuissante, bien souvent destructrice. Et la science-fiction occidentale regorge de ces imaginaires où les robots peuvent guider les hommes, les humains à la révolte et à leur propre perte dans une très grande violence. C'est l'exemple, par exemple, ici du robot
de Metropolis, Maria, Maria est en fait un personnage humain, mais elle est transformée en robot. Et cette créature artificielle, dans cette fausse Maria, va emmener les humains à se révolter faussement contre les machines, de telle sorte à se perdre eux-mêmes. Évidemment, c'était un subterfuge machiavélique, et finalement, les humains devaient mourir, mais la vraie Maria vient les sauver. Bon, fabuleux. Un autre exemple, c'est un exemple où les robots, finalement, souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Frankenstein et se révoltent contre leur propre créateur, les humains. Et c'est ce qui se passe dans Rousseau Universal Robots de Capek, mentionné aussi très brièvement par Jean-Paul Aumont tout à l'heure. Et donc, finalement, on se rend compte que les robots détruisent les humains et deviennent les seuls. Alors, à ma connaissance, moi, de tels robots, je n'en ai jamais vu. Mais, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, c'est une métaphore de la classe ouvrière. Et c'est finalement ce qui va se passer, c'est que l'homme n'est plus homme, mais devient machine, avec les révolutions industrielles. Et finalement, la mécanisation des systèmes de production depuis la fin du XVIIIe siècle et l'asservissement de l'humain à produire au rythme de la machine, toujours plus et toujours plus vite, a rendu l'homme complètement obsolète. Et cette obsolescence, on la voit dans ces usines complètement mécanisées, où on a des robots seuls qui travaillent dans un environnement complètement fermé et qui remplacent l'humain et qui font toutes les tâches par eux-mêmes. Et donc, on peut penser que le remplacement de l'homme par le robot est inévitable et qu'à chaque problème devenu trop ennuyeux pour être résolu simplement, on peut trouver une solution innovante et souvent donc robotisée, et donc comme une solution miracle. Et l'ultime version que l'on peut avoir, c'est finalement le robot qui nettoie après nous, et donc c'est un robot de science-fiction du film Wall-E, mais c'est le robot qui est un robot qui vit seul sur la planète Terre, recouverte de monceaux de déchets, tellement toxiques que l'humain ne peut même plus y vivre, et c'est lui qui doit s'occuper seul de ces montagnes de déchets, et finalement on se rend compte que des robots pour trier les poubelles, des robots pour s'occuper en fait de nos immondices, finalement c'est en cours de développement. Et tous ces développements, pour nettoyer les océans, pour nettoyer la Terre, finalement ce sont des robots qui sont à mon sens pathétiques. Enfin, d'après la définition du mot pathétique, ce sont des robots pour moi qui génèrent une très grande émotion, et une émotion d'une très grande tristesse, parce qu'il nous rappelle en fait en permanence notre propre aliénation à notre condition d'humain et l'effort considérable que certaines personnes peuvent mettre à essayer de s'en sortir en vain. Et donc, finalement, on a ces robots pathétiques, mais ce sont des robots que l'on voit dans la culture occidentale et qui ne peuvent jamais vivre en cohabitation avec les humains. Que ce soit Maria, que ce soit les robots de Capek dans Rure, que ce soit Wall-E, ce sont des robots qui vivent seuls, ou des robots qui détruisent les humains, ou des humains qui détruisent les robots. Et on a toujours dans la culture occidentale ce conflit où on ne peut pas vivre ensemble. C'est soit les robots, soit c'est un monde robocentré, soit c'est un monde anthropocentré, mais la vie ensemble n'est pas possible. Alors c'est quelque chose qui peut paraître logique, mais moi, du point de vue de mes recherches et de mon intérêt scientifique, c'est quelque chose qui semble finalement, si la vie ensemble n'est pas possible, pourquoi est-ce que je fais des recherches sur la vie ensemble avec les robots ? C'est parce que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres environnements où la vie ensemble était possible et que c'était quand même une question légitime et d'actualité. Et c'est pour ça qu'il y a 17 ans, je suis partie au Japon, parce que le Japon est le pays, que dis-je, le royaume des robots. Et donc, vivre ensemble, c'est peut-être possible. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Japon, il y a des chercheurs
comme aussi l'a mentionné Jean-Paul, qui ont grandi avec Astro Boy, Astro le petit robot, et qui ont créé une première génération de roboticiens. Et puis il y a une deuxième génération de roboticiens qui a grandi avec Doraemon, qui est une autre espèce de robot, plus commune dans les années 70-80, plutôt ma génération, et qui a aussi créé une autre génération de scientifiques. Et c'est comme ça que sont nés, par exemple, les robots faibles du professeur Okada, qui a développé, donc il les appelle lui-même des robots faibles. C'est des robots qui, par leur propre vulnérabilité, vont inviter l'humain à faire quelque chose. Et donc là, on a un petit robot qui est une poubelle, qui se promène, et quand il voit quelque chose qui est par terre et qui semble être un déchet, au lieu de le ramasser, comme fait Wall-E, et de le jeter pour vous, il va venir faire par son mouvement, il va venir vous alerter qu'il y a quelque chose par terre, mais lui, il est trop faible pour le prendre, il n'a pas de bras. Et donc, c'est à vous, humain, de prendre le déchet et de le jeter dans la poubelle. Et donc, on se rend compte que via cette vulnérabilité, via cette faiblesse du robot, le robot va inviter l'humain à faire quelque chose, et donc ce n'est plus un monde de robots ou un monde d'humains, c'est un monde de robots et d'humains ensemble qui peuvent faire quelque chose tous les deux. Et c'est ce qui a créé, c'est à l'origine finalement de beaucoup de choses au Japon, dans la culture japonaise, et ce qui a développé ce qu'on appelle nous des machines pathétiques, qui sont des systèmes finalement qui ont besoin de l'humain. C'est plus nous qui avons nécessairement besoin du robot ou le robot qui peut se débrouiller tout seul, c'est le robot et l'humain, et un robot qui peut avoir besoin de l'humain. Et donc, les premières images qu'on a peut-être de cette machine pathétique, avant que ce soit un robot, c'est une machine, c'est le Tamagotchi. Le Tamagotchi, c'est un petit jeu qui a été développé en 97 et qui nécessite qu'on lui donne à manger, qu'on s'occupe de lui, qu'on fasse plein de choses pour lui. Et si on ne s'en occupe pas, il meurt. Et il meurt tel qu'une machine peut mourir, c'est-à-dire que son caractère disparaît et la machine est ajoutée à la poubelle. Peu après, on a aussi eu, quelques années, juste 2 ans après, le robot Sony Aibo, donc un petit chien qui est un vrai robot assez complexe, mais qui est aussi un robot qui a besoin de nous, et encore plus particulièrement la nouvelle version du robot Aibo, puisque cette version nécessite qu'on lui apprenne des choses, et à partir de ces informations qui peuvent être gérées dans un cloud, le robot peut apprendre des choses et peut grandir et évoluer, et tout ça peut être sauvegardé. Et donc ces robots-là, on voit bien que sans l'interaction avec l'humain, ce sont des robots qui ne font rien et qui ne servent à rien. Et si on va encore plus loin, on a le robot Paro. Et le robot Paro, c'est un robot pathétique par excellence, pas parce qu'il a si besoin de l'humain, mais parce que finalement, en fait, c'est un robot qui ne fait pas grand-chose, mais c'est un robot qui est émotionnellement très très fort. Et ces relations entre le robot et l'humain qui sont émotionnellement riches, c'est vraiment ce qui crée la robotique pathétique telle qu'on peut la définir. Et cette robotique pathétique nécessite que l'on réfléchisse, que l'on pense le robot d'une nouvelle façon, et que l'on pense surtout à définir une nouvelle ou des nouvelles ontologies pour comprendre le robot et pour pouvoir travailler finalement sur la relation qui se passe entre l'humain et le robot et comprendre, analyser ces relations. Et quand on a travaillé sur le terrain avec nos partenaires de l'école de design Strat à Paris et Orange, quand on a interviewé des gens en leur demandant quel était le robot idéal, je ne dirais pas une majorité des gens, mais une grande partie des gens, alors c'est une étude qui a été conduite en France et au Japon, une grande partie des gens au Japon voulaient un robot affectif et amusant. Et quand on a demandé à ces mêmes personnes ce que ce robot idéal pourrait leur apporter, une partie relativement importante des gens
voulait que le robot leur apporte de l'affection. Donc on voit bien qu'on est là dans une relation affective, émotionnelle entre l'humain et le robot, et que finalement par ce lien de dépendance, et par ce lien on a une nouvelle relation qui se crée, et ce lien de dépendance, c'est relativement intéressant parce que depuis que Aibo a été créé, il y a quelques années, il y a eu ce qu'on appelle des kuyo. Et le kuyo, c'est une cérémonie de séparation d'avec les objets. Donc le kuyo, c'est une cérémonie originellement bouddhiste qui existe pour les objets, en général pour les objets d'artisanat et pour les objets de la vie de tous les jours, du quotidien. Par exemple, si vous êtes poissonnier, vous pouvez faire un kuyo pour votre plus beau couteau qui vous a permis de couper du poisson. Si vous êtes couturière, vous pouvez avoir un kuyo pour les aiguilles. Et si vous êtes dans la vie de tous les jours, vous pouvez avoir un kuyo pour les poupées, pour les jouets, des kuyos pour les éléments électroménagers, et puis depuis les années 2000, des kuyos pour les ordinateurs, et depuis quelques années, des kuyos pour les robots. Et donc, on a eu au Japon, peut-être en avez-vous entendu parler, un kuyo pour le robot Aibo, qui a été perçu comme étant une cérémonie funéraire. Et je pense qu'il y a là une confusion relativement importante, c'est que le kuyo n'est pas à proprement parler une cérémonie funéraire, en tout cas le kuyo pour les objets, c'est vraiment un rite, une cérémonie de séparation d'avec les objets, pour des objets qui ne peuvent pas être jetés clairement et simplement, mais pour des objets que l'on a utilisés et dont on a apprécié la relation avec, c'est-à-dire des objets qui nous ont finalement beaucoup servi. Et donc, ce kuyo pour le robot, il faut le voir de la même façon. Il ne faut pas le voir comme étant un objet, le robot n'est pas un être vivant à proprement parler, mais n'est pas non plus un objet courant que l'on peut jeter à la poubelle de façon simple et sans effort. Et ce rite, cette cérémonie de séparation, est vraiment quelque chose qui va permettre, à mon avis, de repenser le robot et de repenser le vivant. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse d'être dans cette première session sur repenser le vivant, parce qu'il me semble que le vivant peut se repenser à travers cette relation, à travers ce lien entre l'humain et le robot, et à travers le lien qu'il se crée. Pas le lien qu'il se crée de façon générale, pas le lien qu'il se crée de façon objective, pas la définition claire et nette de ceci est une machine, ceci est un être vivant, mais c'est qu'il se passe à un instant T entre deux entités, un humain par exemple et un robot. Cette relation peut donner naissance à du vivant, mais cette relation peut être aussi temporaire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir une durée indéterminée, une durée déterminée. Ça peut être une durée indéterminée, pardon. C'est quelque chose qui peut vraiment changer en fonction de ce qui est en train de se passer, et c'est quelque chose qui est vraiment très flexible. Et donc, cette définition, ces ontologies dont on parlait du robot, à mon avis, vont de pair avec ces ontologies de la définition du vivant, de telle sorte à ce que l'on puisse penser le vivant à travers ou au travers de l'expérience relationnelle, et donc définir quelque chose, et je citerai Dominique Lestel pour être plus clair, être vivant est en fait un dispositif relationnel et performatif. Et donc, être robot, ça peut être vivant, mais pas forcément.
Et être humain, ça peut être vivant, mais pas forcément non plus. Et donc, c'est vraiment à travers cette relation qu'il me semble qui est d'autant plus démonstrative quand le robot est pathétique, parce que le robot pathétique invite à la relation, alors que le robot occidental n'invite pas à la relation. Les mythes de la robotique occidentale n'invitent jamais à la relation. Elles invitent à une relation conflictuelle, mais pas à une relation écologique ou symbiotique. Et donc, vraiment penser cette relation différemment. Et pour conclure, j'aimerais donc remercier toutes les personnes qui m'ont permis de mener à bien cette réflexion pour les longues discussions que j'ai eues avec elles, donc en particulier Dominique Lestel, Irena Rytlowska, Naoko Kasama, Antoine Vigneba, Dominique Deuf, Johanna Oknardeshko, Isabelle Noubi, Lise Nkon, Jean-Paul Lomont, Yoshiko Nakamura, Michio Okada, et quelques inspirations d'ouvrages qui m'ont permis de mener à bien cette réflexion et quelques comptes Instagram qui sont aussi de très bonnes inspirations. Donc voilà pour ma présentation. Je suis désolée, j'ai des petits soucis techniques de feedback visuel, donc c'est très difficile d'avoir un décalage. Et du coup, je suis un petit peu perdue par moment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gentiane, pour cet exposé passionnant.